C'est une question assez large, mais avant de répondre à votre question, je voudrais me permettre de faire deux remarques plutôt personnelles. La première, c'est je suis très content que je peux faire cette interview parce que de mon expérience entre la France et l'Allemagne, il y a un degré de méconnaissance réciproque qui est impensable. Avec le fait qu'il y a beaucoup de malentendus entre les deux pays, et uniquement à cause de cette méconnaissance. Ce n'est pas trop génial s'il y a des problèmes, si l'on ne connaît pas la position des autres. Alors je vais essayer de vous expliquer un peu la position allemande. Et deuxièmement, comme vous le savez, le français n'est pas ma langue maternelle, c'est plutôt l'allemand, mais je ferai de mon mieux pour me faire comprendre, mais je vous préviens dès le début que je ne parle pas la langue de bois, si vous êtes d'accord. Alors, pour revenir à votre question, là, les divergences, là, il y en a beaucoup. Je voudrais commencer avec où je voudrais citer uniquement des chiffres qui sont connus, c'est-à-dire des chiffres des données empiriques que tout le monde peut suivre là. Et je commence avec la première, c'est un chiffre là qui a été publié récemment, il y a 2-3 jours, par l'INSEE. Ça concerne le degré d'industrialisation ou de déindustrialisation de la France. La production industrielle, elle a encore chuté en juillet avec le fait qu'actuellement, le degré d'industrialisation de la France ne dépasse que 11%. 11%. C'est-à-dire, dans le fond, la France, c'est un pays déindustrialisé déjà. Par rapport à l'Allemagne avec un taux de 25% et même la Grande-Bretagne avec un taux de 15%. 15%, ça veut dire la contribution de la production industrielle au PIB. Même la Grande-Bretagne avec un taux de 15%. 15%, ça veut dire la contribution de la production industrielle au PIB. Alors ça, c'est un chiffre assez nouveau. Et les autres chiffres sont plutôt connus. Premièrement, les comptes publics, déficit budgétaire, 4%, ça tourne toujours autour de 4%. En France, en Allemagne, récemment, on assiste même à des excédents budgétaires. La dette publique en France, elle s'approche de 100% du PIB. En Allemagne, elle recule, elle s'approche à 70%. Puis la compétitivité. C'était encore en 2000 que la France, l'industrie française a été plus compétitive que l'industrie allemande. Et c'est depuis 2000 que le taux de compétitivité est en recul. Et comme en 2000, vous vous rappelez, qu'est-ce qui a été introduit en 2000? C'était la régulation du temps de travail par la législation, les fameuses 35 heures. Troisièmement, quatrièmement encore, le compte extérieur. Compte extérieur, la balance commerciale, la France est toujours en déficit, 3%, en Allemagne, excédentaire de 7%. Alors on pourrait continuer, il y a beaucoup de chiffres là qui éprouvent ou qui montrent clairement les divergences entre la France et l'Allemagne. Et ce n'est pas par hasard que je dis au début que je cite des chiffres qui sont connus par tout le monde. Je ne veux pas être mépris comme reproche que je suis en train de dénigrer la France. Je raconte uniquement ce qui existe là. Ce n'est pas du tout ou pas encore mon jugement personnel. Je voudrais vous présenter d'abord quelques origines plutôt actuelles par rapport à des origines qui sont enracinées historiquement en France. Là. Avec les origines actuelles, je voudrais citer d'abord, ce que j'ai déjà expliqué, les 35 heures, ou en général, je voudrais dire, ces origines actuelles, ce sont devenues plutôt des dogmes politiques, c'est-à-dire des décisions qui sont devenues pratiquement irréversibles. Premier exemple, les 35 heures.
impensable que n'importe quel gouvernement aurait jamais le courage ou le pouvoir d'assouplir les 35 heures. Deuxièmement, le SMIC. Le SMIC, c'est une origine aussi du développement en France, même si l'Allemagne vient d'introduire un SMIC généralisé. C'est ça ce qui est important, généralisé en Allemagne aussi. Et troisièmement, le marché du travail. Il n'est pas assez libéralisé et par conséquent, le chômage des jeunes est beaucoup plus élevé en France qu'en Allemagne, c'est-à-dire 25%. En Allemagne, le chômage des jeunes, 7%. Et le taux de chômage, 7% en Allemagne également, en France, 10%. Puis d'autres origines qui sont qui existent depuis longtemps là, et qu'on peut pas, qui sont un peu irréversibles de toute façon à court terme. D'abord, le rôle de l'État dans l'économie. En France, c'est toujours l'habitude ou la pensée, l'opinion générale que l'État doit diriger l'économie. Une habitude, une position qui est entièrement inconnue en Allemagne. Là. Et c'est pour ça que je l'ai appelé dans ma note un peu, cette procédure, cette position, c'est de gouverner l'économie et le pays par le haut. Ou en anglais, on dit récemment top-down. C'est une approche top-down. En Allemagne, c'est plutôt le gouvernement doit décider les grandes orientations et puis c'est à l'entreprise, aux entreprises, à l'économie de se débarrasser, de vivre avec ces orientations. C'est plutôt l'approche bottom-up. Et un exemple pour cette habitude, pour cette position en France, c'est la politique industrielle. Elle n'existe pas du tout dans le même degré comme en France. C'est pratiquement inconnu. Même avec le gouvernement que nous avons maintenant, chrétien-démocrate et social-démocrate, politique industrielle, dans le sens français, n'existe pas en Allemagne. Et puis, un autre élément, c'est la structure centralisée en France. Qui existe depuis des siècles avec la monarchie française. Là. Et avec la conséquence que une formation professionnelle qui n'est pas connue du même degré en Allemagne, c'est-à-dire en Allemagne, il n'y a pas des écoles d'élite, ce qui existe en France. Là. Et avec cette formation professionnelle et avec les ressentants de l'ENA et des autres grandes écoles, là, assez souvent, ce qu'ils ont appris ne correspond pas aux besoins de l'industrie. Il n'y a pas assez de flexibilité, ce qui est le cas en Allemagne. Alors, ce sont quelques origines, là, quelques origines que j'appelle toujours des dogmes politiques qui peuvent être changés, qui ne sont pas irréversibles, et d'autres origines qui existent depuis des siècles, qui, de mon avis, sont irréversibles, sont devenus irréversibles. Ils sont enracinés historiquement en France. Oui, une question très, très intéressante, parce que chaque fois, quand je lis quelque chose sur l'Allemagne, dans la presse française, on dit « l'Allemagne est devenue le pays de modèle ». Alors, ça veut dire en général, la doctrine allemande de l'économie devrait avoir beaucoup plus d'avantages que des inconvénients, ce qui n'est pas le cas. Je pourrais vous expliquer ça si vous voulez. Commençons avec les avantages de la doctrine française. Là. Ce que j'ai déjà mentionné, c'est la formation professionnelle par les grandes écoles, par l'élite. Il y a beaucoup plus de chercheurs compétents en France qu'en Allemagne. C'est-à-dire la France, dans le fond, elle est capable de profiter ou de réaliser beaucoup plus de progrès technologiques que l'Allemagne. Pour vous donner des exemples, l'énergie nucléaire. Ça existe en France depuis 50 ans. En Allemagne, on commence là avec le démantèlement des radiateurs radioactifs. Et puis,
Deuxième exemple, le TGV. Le TGV, là, il roule en France depuis 30 ans, je crois, en Allemagne depuis 10 ans. Et troisièmement, on peut le mentionner, le Concorde. Qui est-ce qui parle encore du Concorde là? Financièrement, économiquement, ça a été un échec absolu, mais quand même, là, c'était la pointe de la technologie. Et ça, c'est grâce à ce système français là qui rend capable d'avoir beaucoup plus de chercheurs de haute qualité, ce qui n'existe pas dans le même degré en Allemagne. Là. Et puis, un autre avantage, c'est l'unification du système juridique. Les lois sont les mêmes partout en France, là, et vous n'avez pas un grand inconvénient qui existe en Allemagne, c'est ce qu'on appelle la péréquation financière. Actuellement, avec notre système libéral, il y a 3 Länder qui doivent payer des contributions aux autres. Et ces 3 ne sont pas d'accord. Troisièmement, le moteur de la croissance en France, c'est la consommation privée. C'est aussi là une décision du gouvernement. Pourquoi la croissance est menée par la consommation privée. Tout ça, ce sont un peu des doctrines économiques françaises. Et je pourrais vous mentionner encore 2 exemples que j'ai écrites dans la note là. En général, la France a connu une croissance assez élevée, plus élevée qu'en Allemagne et vice-versa. Il y avait des périodes où c'était en sens inverse. Là. Mais la France a connu 2 périodes avec une croissance économique entre 4 et 5%. Actuellement, on serait d'accord. Si l'on assistait à une croissance entre 4 et 5%, c'était les 2 périodes au milieu des années 1980 et 1990. Le milieu 80, c'était quoi? C'était le renversement de la politique de Mitterrand, introduite là en 81, son aventure, son exemple, avec le socialisme à la française. Et il a échoué complètement. 2 ans plus tard, 83, marche arrière. C'est-à-dire, à partir de 83, la France a suivi plus ou moins exactement la politique budgétaire, économique et monétaire de la Banque centrale en Allemagne. Là. Et le deuxième point, c'était au milieu de 90. Là. Pourquoi 90? La France a été forcée de nouveau de suivre la politique allemande pour être capable de remplir les critères de Maastricht. C'est-à-dire surtout les réformes des comptes publics, l'assainissement des comptes publics, là. L'assainissement des finances. Là. Et c'est exactement dans ces 2 moments-là, milieu 90 là, et 80, que la France a connu une croissance assez élevée. C'est-à-dire, on peut généraliser, dès que la France a coordonné sa politique assez étroite avec l'Allemagne, 2 ans plus tard, pas un mois plus tard, hein, il faut toujours un certain temps, 2-3 ans plus tard, la croissance économique était au rendez-vous. Assez intéressant ce chiffre-là. Et aujourd'hui, en France, là, c'est tombé entièrement dans l'oubli. Que la croissance exige des comptes d'État corrects et sains, réduire le budget déficit. Actuellement, avec le gouvernement non en pleine récession, il faut augmenter les dépenses d'État et augmenter le déficit budgétaire. L'historique montre clairement que le contraire est utile, carrément le contraire. Un détail qui est entièrement oublié en France actuellement. Les avantages en Allemagne, bon, c'est un peu le contraire à ce qui se passe en France. Là. L'économie allemande, là, elle est plus flexible.
Elle est plus flexible, elle peut beaucoup mieux réagir à des exigences de l'étranger. C'est pour ça qu'il y a toujours en Allemagne là, le secteur exploitatrice qui est le pilier de la croissance depuis des années, depuis des siècles, pas des siècles, mais depuis des décennies, ce qui n'est pas le cas en France. Là. Et c'est pareil avec la formation professionnelle. On n'a pas d'élite, on a une formation moyenne là qui est assez flexible et avec cette formation, on a on a une équipe là avec une formation qui peut réagir très vite aux besoins de l'industrie. C'est pour ça, c'est aussi une explication pourquoi il y a en France un taux de chômage de 10 ou 11% et en Allemagne de 7%. La dernière crise économique, là, 2 ans plus tard, l'Allemagne avec sa flexibilité, la croissance était de nouveau au rendez-vous. Bon, ce sont un peu les avantages de... Et tout ça, ça s'explique historiquement là. Ça, c'est assez important. Là. Depuis des décennies, la France, elle parle d'un gouvernement économique européen. Et on ne sait toujours pas en Allemagne qu'est-ce que cela veut dire exactement. Alors, nous, on a l'idée que la France voudrait que l'Allemagne suive un peu le modèle français. Et en Allemagne, là, on a l'impression que la France ne veut pas coordonner sa propre politique avec la politique en Allemagne, mais en sens inverse. Alors c'est toujours, chaque gouvernement présente de nouveau cette idée sans savoir exactement, mais il y a une chose qui est sûre, de mon avis, la France n'est pas prête à renoncer à beaucoup de souveraineté nationale. La France n'est pas prête à coordonner vraiment sa politique budgétaire, fiscale, économique avec d'autres pays. Et ça, c'est un grand problème avec la monnaie unique. Là. La monnaie unique, ou si l'on veut éviter un échec de la zone euro, il faut que les États membres sont prêts à abandonner un degré de la souveraineté nationale. Et le pays qui est le moins prêt à abandonner, c'est la France. C'est la France. Alors, on parle beaucoup de la coordination, mais dans le fond, elle n'existe pas, la coordination. Une vraie coordination ou profonde n'existe pas entre les deux pays. Malgré qu'il y a des groupes de travail, on ne peut plus compter les chiffres là, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Oui, tout le monde est d'accord avec le jugement que la coopération franco-allemande est le pilier portant de l'unification européenne. Ça se prouve pratiquement tous les jours à Bruxelles. Dès qu'il y a un accord entre la France et l'Allemagne, là, les autres États vont suivre, volontairement ou pas, mais ils suivent là. Alors, ça serait beaucoup mieux s'il y avait dans tous les cas un accord franco-allemand avant qu'une décision sera prise là. Assez souvent, il y a eu un accord franco-allemand. Le meilleur exemple, c'est l'introduction de l'euro, ou l'introduction de l'union monétaire. C'était la France qui l'a proposé et l'Allemagne a suivi. Là, il y avait un accord. Et ça a été réalisé. Bon, sauf les British et les Suédois et les Danois, ils ne font pas partie de la zone euro. Hein. Et il y a beaucoup d'autres exemples. C'est pour ça que c'est le but de la coopération en France, d'avoir une convergence de vues. Mais c'est très bien d'avoir la volonté, mais il manque de la réaliser assez souvent. Mais chaque progrès, pour être court et bref, là, pour terminer, chaque progrès en Europe exige d'abord un accord entre la France et l'Allemagne. Un accord entre la France et la Grande-Bretagne n'est pas nécessaire pour plus de progrès en Europe. C'est la France et l'Allemagne là. Ça, c'est un besoin qui est vraiment nécessaire.